Ça fonctionne. Bonjour. Merci à tous d'être présents pour cet atelier d'actualité juridique. Je vous propose pendant 1h30 de redescendre plusieurs réponses de la commission des études juridiques. Je suis Émilie Poitot, je suis membre de la commission des études juridiques. Et bonjour, je m'appelle Marine Julien, je suis expert comptable et commissaire aux comptes élue à la CRCC de Paris. Donc, la présentation que l'on voulait vous faire aujourd'hui, vous pouvez le constater avec le sommaire qui vous est présenté, va intégrer encore de nombreuses questions-réponses relatives à la loi Pacte. Et vous verrez pour quelles raisons on a décidé d'attirer votre attention sur ces réponses. On a aussi 13 autres réponses de la commission des études juridiques qui ont été publiées ces derniers mois sur lesquelles on voulait attirer votre attention. Beaucoup d'actualités du secteur associatif. Donc, vous avez vu deux lois du 1er juillet 2021, donc pour les 120 ans de la loi de 1901, qui ont été publiées au journal officiel, ainsi qu'une loi plus récente fin août. On fera un petit tour donc sur ce sujet d'actualité du secteur associatif. Et nous aurons aussi l'occasion de vous présenter 5 décisions de jurisprudence qui ont été publiées dans les bulletins et ont fait l'objet de notes du professeur Merlin. Alors, pourquoi vous parler des questions-réponses relatives à l'application de la loi Pacte ? La loi Pacte, mai 2019, il y a encore énormément de questions qui arrivent à la commission des études juridiques. Et la 3e version de la FAQ, la foire aux questions relative à l'application de la loi Pacte, a été publiée sur le portail de la CNCC pour être complétée de questions posées à la commission des études juridiques depuis la deuxième version. Donc, octobre 2020, c'est la FAQ qui va sous-tendre les questions que nous allons vous présenter maintenant dans cette première séquence. Donc, la première question concerne une question qui est en cours de publication, dont la réponse est en cours de publication. Donc là, on est dans le cas d'une SAS, dont le mandat du commissaire aux comptes arrive à expiration le 30 septembre 2020. Et à la date de cette clôture, il franchit les seuils 4850, sachant qu'il ne les franchissait pas, et en 2018 et en 2019. Donc la question qui a été posée à la commission des études juridiques est au vu de quel exercice le constat de dépassement des seuils doit-il être effectué et quel seuil retenir par rapport à l'application de la loi Pacte. Là-dessus, la commission des études juridiques a rappelé qu'en application de l'article L823-3 du Code de commerce, donc les fonctions du commissaire aux comptes expirent au moment de l'AG d'approbation des comptes et qui statue sur les comptes du 6e exercice. Donc là, il faut bien décompter et reprendre le texte, c'est-à-dire qu'on est désigné au cours de l'Assemblée qui statue sur les comptes N, donc le mandat démarre en N+1, et de fait, il se finit lors de l'approbation des comptes N+6, qui se tient en N+7. Là, l'article L227.9 du Code de commerce précise bien que sont tenus de désigner au moins un commissaire aux comptes les sociétés par action simplifiée qui dépassent à la clôture d'un exercice social des seuils fixés par décret. Et donc, l'article D227.1 du Code de commerce précise que la société n'est plus tenue de désigner un CAC dès lors qu'elle n'a pas dépassé les chiffres fixés par 2 des 3 critères, donc 4, 8, 50. Dans le cas présent, on voit qu'au 30 septembre 2019, on était en dessous des seuils, qu'au 30 septembre 2020, on est au-dessus des seuils. Et de fait, la Commission rappelle qu'il convient d'appliquer la législation en vigueur au jour où l'Assemblée statue donc, sur l'approbation des comptes de l'exercice 2020. Et au cas d'espèce,
l'Assemblée générale est tenue de désigner un commissaire aux comptes du fait du dépassement des seuils au 30 septembre 2020. C'est vrai que cette question avait été posée par le confrère qui n'était plus sûr de savoir si, quand on regarde les 2 derniers exercices avant l'expiration du mandat, il fallait regarder 30 septembre 18 et 30 septembre 19, ou s'il fallait regarder 30 septembre 19 et 30 septembre 20. Et donc l'Assemblée générale statuant sur le renouvellement ou la nomination d'un autre confrère se tenant en 21, c'est bien 20 et 19 que le confrère devait regarder, et pour 19, les seuils, pour 20, pardon, les seuils étaient dépassés. Ensuite, il y a une diapo qui est masquée. Alors, peut-être aussi juste sur l'intérêt de cette réponse, parce qu'il y a eu la question des seuils des 2 exercices précédant l'expiration à regarder. L'intérêt de cette réponse était donc de constater que les nouveaux seuils étaient applicables aussi bien pour le 30 septembre 2019 que pour le 30 septembre 2020, étant donné que ces 2 clôtures sont toutes les 2 postérieures à l'entrée en vigueur du décret loi Pacte précisant les seuils de nomination du commissaire aux comptes. Donc pas de débat sur le fait que le commissaire aux comptes devait être renouvelé ou un autre confrère désigné dans cette entité. C'est ça. Pour mémoire, le décret a été publié fin mai 2019. Voilà. Ensuite, il y a une diapo que vous n'avez pas. Mais qu'on a décidé de présenter quand même. C'est ça. Qui concerne la loi Pacte et le différé d'application qu'il y a eu au niveau des collectivités d'outre-mer. Donc, le différé d'application concerne les règles de nomination du commissaire aux comptes et les petits groupes. Donc, il était prévu que les 5 premiers articles prévoient qu'étaient tenus de désigner un commissaire aux comptes, au moins les sociétés dépassant à la clôture de chiffre d'affaires les chiffres prévus par décret des 3 seuils. Et donc, il faut bien se baser sur la base des derniers comptes d'un exercice clos. Et les nouveaux seuils, donc pour ces collectivités, s'appliquent pour les exercices clos à compter du 1er janvier 2021. Et ensuite, il est prévu que la constatation du dépassement éventuel des seuils sera effectuée pour les SNC, les SCS, les SARL, les SAS, les SA et les SCA fiscalement domiciliés, donc dans les collectivités d'outre-mer, à compter de cette date. Et bien que l'article L823-2 du Code de commerce ne précise pas que le dépassement des seuils est constaté à la clôture de l'exercice social, la Commission des études juridiques a estimé, dans un souci de cohérence, pour les petits groupes, d'appliquer le même raisonnement pour l'appréciation du dépassement des seuils. On reviendra plusieurs fois sur des réponses petits groupes, hein, donc ça vous permettra, dans les grandes lignes, de vous remettre sur une diapo les cas de dépassement à prendre en compte pour des têtes de petits groupes ou des sociétés contrôlées significatives. Et une question très intéressante, comme toutes les questions qui sont adressées à la Commission, qui avait été posée par un confrère, était de savoir quels sont les moyens dont dispose un commissaire aux comptes dans le cadre de l'exercice de sa mission afin d'obtenir la connaissance de la liste exhaustive des entités composant un groupe et donc de déterminer si ce groupe en cumul dépasser les seuils 4,850 pour savoir si le dispositif petit groupe s'appliquait. Le périmètre, c'est pas tout à fait celui que je vais vous exposer, mais je vais le simplifier en tout cas pour vous expliquer la question du confrère. Le confrère était commissaire aux comptes d'une entité holding française ainsi que d'une filiale opérationnelle. Et ces 2 entités françaises étaient détenues par une société belge. Donc le confrère savait que les 2 entités françaises, la holding et la filiale, ne dépassaient pas en cumul les seuils 4,850, mais il s'interrogeait sur le fait de savoir si la société belge pourrait contrôler d'autres entités, ce qui amènerait à appréhender le groupe au niveau de la société belge comme étant un petit groupe. Dans la FAQ, vous retrouverez d'ailleurs des réponses de la Commission sur les contrôlantes étrangères ou les sociétés contrôlées étrangères.
Et donc le confrère a interrogé la commission pour savoir à qui incombe, dirigeant ou commissaire aux comptes, l'obligation de détermination du périmètre du groupe. Et la commission a rappelé que le commissaire aux comptes n'était pas soumis à une obligation de résultat, mais à une obligation de moyens, et qu'il lui appartenait de demander aux dirigeants quelle était la composition du groupe en remontant jusqu'à la société ultime belge, en expliquant aux dirigeants les conséquences de l'existence d'un petit groupe par rapport au seuil à apprécier au niveau des sociétés contrôlées significatives, le cas échéant, et qu'il n'appartenait par contre pas au commissaire aux comptes d'apprécier seul et de prendre la responsabilité d'apprécier seul le dépassement des seuils. Donc, si vous voulez retrouver par ailleurs les réponses sur les entités étrangères, vous pouvez vous reporter à la FAQ. Donc là, la question concerne toujours les petits groupes. Et donc, pour déterminer si un ensemble constitue un petit groupe quand les sociétés contrôlées n'ont pas la même date de clôture que la tête, donc quelles sont les données chiffrées à retenir, et est-ce qu'il faut retenir donc les comptes annuels arrêtés, les derniers comptes annuels arrêtés? La réponse est oui. Donc ça, vous retrouvez la réponse au niveau de la FAQ en page 11. Donc c'est la question numéro 53. Et une réponse similaire avait été donnée par la commission des études juridiques sur l'exemption des comptes consolidés. Tout à fait. Donc là, c'est une question qui est en cours de publication, dont la réponse est en cours de publication. Et donc, il a été demandé à la commission quelle était la date à retenir quand on est dans ce schéma-là. Donc, dans la partie gauche du tableau, vous voyez que c'est des clôtures à des dates différentes en 2019. À droite du tableau, pareil, mais en cours de l'année 2020. Et donc, la question qui a été posée, c'est, en gros, est-ce que la société A est tenue de désigner un CAC ou pas, les sociétés B et C aussi, sachant que A est la mère de ses filiales B et C qui sont détenues à 100% chacune par A. Et donc là, ce qu'on constate, c'est que le décret d'application de la loi Pacte est sorti en mai 2019. Donc pour la colonne de gauche en 2019, on voit que A, au global, on franchit les seuils. Donc A a l'obligation de procéder à la nomination d'un commissaire aux comptes dès l'approbation des comptes de l'exercice clos au 30 septembre 2019. Et donc pour ces filiales, B et C, il y a une obligation de nommer un CAC, pareil à l'approbation des comptes, par contre là au 31 mars 2020. Et donc ça, vous retrouvez bientôt la publication de la commission sur le sujet et la réponse. On n'a peut-être pas regardé les seuils en préparant la présentation, mais je vois sur la diapo qu'on n'a pas le seuil d'effectif. Donc, ça doit être lié au seuil d'effectif. Non, on est en dessous. Pardon ? Alors, oui, excusez-moi, vous avez totalement raison. 2 cas de 25, je pensais qu'un des deux était rempli sur la diapo. En fait, on est juste sur l'appréciation, là. Pardon, on est sur l'appréciation de « je regarde quelle date de clôture pour savoir si les seuils sont dépassés ». Effectivement, on n'a pas conclu dans cette saisine que devait être désigné un commissaire aux comptes pour l'entité C. On a conclu que l'obligation de désigner un commissaire aux comptes pour les entités B et C devait être appréciée sur base des comptes 31 mars 2020, 31 mars 2019 étant antérieurs à la publication du décret loi Pacte.
D'ailleurs, c'est peut-être l'occasion, avant de passer à la question précédente, de rappeler, alors le dispositif petit groupe, vous le savez, mais comme on va plusieurs fois faire référence à l'article L823.2.2 du Code de commerce, qui est l'article qui contient les dispositions relatives au dispositif petit groupe, rappeler la construction de cet article, parce que Marine va le reciter après. L'article L823.2.2, ce sont 3 alinéas. Le premier alinéa dispose que la tête de petit groupe, sauf si l'entité est astreinte à établir des comptes consolidés ou est une entité d'intérêt public, une EIP, doit désigner un commissaire aux comptes. L'alinéa 2, c'est l'exemption pour cette tête de petit groupe de désigner un commissaire aux comptes si la tête de petit groupe est contrôlée par une entité qui a un contrôleur légal. Et l'alinéa 3, c'est le dispositif pour les sociétés contrôlées significatives au sein de ce petit groupe qui va donc renvoyer aux seuils applicables, qui sont donc les demi-seuils, vous l'avez rappelé, de 4,25. Donc voilà la structure, je dirais, de cet article sur lequel plusieurs des réponses à venir se sont appuyées pour que la commission des études juridiques puisse conclure. Tout à fait. Donc là, il a été posé à la commission des études juridiques la question que vous avez affichée. Donc, quand une personne ou une entité est à la tête d'un groupe qui a l'obligation de nommer un commissaire aux comptes en vertu des dispositions légales qui la régit, est-ce que les dispositions petits groupes de l'article L823.2.2 du Code de commerce, est-ce qu'elles peuvent s'appliquer dans les autres personnes ou entités du groupe ? Et donc, la réponse est oui, parce que comme l'a précisé Émilie tout à l'heure, l'alinéa 3 de l'article L823.2.2 du Code de commerce est indépendant du premier. Il faut avoir en tête que pour les sociétés qui sont contrôlées directement ou indirectement, il n'y a pas de distinction de la forme de la société quand on fait cette analyse. Vous pourriez être dans cette situation-là si votre tête de petit groupe, par exemple, est une société civile. Donc, il y a dans la FAQ, le loi Pacte, une position de la Commission sur le fait que l'article L823.2.2 s'applique à une société civile. Donc, une société civile pourrait être une tête de petit groupe et pourrait être aussi astreinte à appliquer des seuils qui lui sont propres, par exemple des seuils de personnes morales de droit privé non commerçantes ayant une activité économique, qui sont donc différents des seuils 4,850 ou des seuils de 4,25. Et donc la question qui était là posée par le confrère était de savoir qu'en est-il si ma tête de petit groupe est une société civile qui a un commissaire aux comptes, non pas en application du L823.2.2, mais en application du R612.1 du Code de commerce. Est-ce que ça fait tomber tout le dispositif petit groupe ou est-ce qu'on considère quand même qu'il y a petit groupe et en appliquant les seuils de 4,25 au niveau des sociétés contrôlées pour savoir si elles sont significatives ou non. Donc c'est pour ça que c'était bien, comme Marine l'a dit, de rappeler que les deux alinéas, le premier et le troisième, sont indépendants. C'est ça. Et par rapport à la précision que vient de donner Émilie, vous retrouvez la réponse qui a été donnée au niveau de la question 2.2 de la FAQ. On n'a pas fait apparaître la réponse. Voilà. Donc, la constatation du... Voilà. C'est alors, la diapo est très bien faite parce qu'on voit très bien la présentation, le petit groupe, de quoi il est formé. Vous avez 3 personnes physiques qui détiennent une SAS. Cette SAS détient 2 EURL à 100%, l'EURL 1 et l'EURL 2. Alors, il y a d'autant plus un petit groupe que de toute façon, vous pouvez voir sur la diapo que le URL 2 dépasse les seuils 4,850 individuellement. Donc forcément, l'ensemble SAS plus EURL 1
plus EURL2 dépasse les seuils 4850. Et le confrère, dans ce contexte, s'interrogeait pour savoir si l'EURL2 devait désigner un commissaire aux comptes pour une mission Alpes 3 exercices ou s'il devait désigner un commissaire aux comptes pour une mission de 6 exercices. Les textes applicables issus de la loi Pacte prévoient bien que si individuellement une entité dépasse les seuils 4850, même si comme sur la diapo on voit qu'elle apparaît un petit groupe, ce sont les seuils 4850 qu'il faut regarder et non les seuils 2425. Donc au cas particulier, l'entité doit désigner un commissaire aux comptes pour 6 exercices. Alors, on retrouve un petit peu un sujet lié à la présence d'une société civile. On retrouve donc un petit groupe qui est composé d'une entité C qui est une SAS, d'une entité E qui est une SAS et d'une entité F qui est une SAS. La particularité de la question qui avait été posée par le confrère est que l'entité C est astreinte à publier des comptes consolidés. Et donc, à côté de ça, le sous-groupe est détenu par une entité A qui est une société civile qui, elle, n'est pas astreinte à publier des comptes consolidés. Donc, avant de venir sur la réponse qui a été apportée par la Commission, il faut rappeler deux choses. Donc, ce que je vous ai réindiqué juste avant, traité dans la FAQ, c'est que la société civile peut être considérée dans le dispositif petit groupe comme une entité contrôlante. L'alinéa 1 parle des personnes et entités. Donc, comme une entité contrôlante ou comme une entité contrôlée significative. L'alinéa 3 parle des sociétés. Donc, la société civile est une société. Donc, la question du... Et un autre point important était aussi d'avoir à l'esprit, là aussi c'est dans la FAQ, que le dispositif petit groupe ne s'applique pas, c'est l'alinéa 1, lorsque la tête de petit groupe est une entité astreinte à établir des comptes conso ou une EIP. Et donc, des réponses dans la FAQ expliquent que le dispositif petit groupe ne peut pas s'appliquer dans cette circonstance. Sauf qu'au cas particulier, le confrère demandait si le dispositif petit groupe devait s'appuyer alors que la société C est détenue par une société ultime, société civile, qui, elle, n'est pas astreinte à établir des comptes consolidés. Donc c'est la question qui avait été posée par le confrère. La société civile qui contrôle un sous-groupe tenu d'établir et de publier des comptes consolidés, est-elle exclue du dispositif petit groupe? Non, parce que ce n'est pas l'entité ultime qui est astreinte à établir des comptes consolidés. Et la question suivante était de savoir qu'en est-il de E et de F. On vient de voir que les dispositifs petit groupe ne s'appliquent pas quand l'entité ultime est astreinte à établir des comptes consolidés. Donc la position de la commission des études juridiques a été de constater que E et F ne sont pas contrôlés par une société ultime astreinte à établir des comptes consolidés, donc doivent bien se voir, le cas échéant, appliquer les seuils de 425 pour savoir si nous tombons dans l'obligation de désigner un commissaire aux comptes en application du dispositif petit groupe. Il s'agit, je ne vois pas le numéro sur la diapo, si vous voulez la retrouver, il s'agit de la 2020-47 qui est publiée dans la FAQ. Après, une question très rapide, pardon, je fais apparaître au fur et à mesure. Un confrère, donc toujours en lien avec ce dispositif, et le fait que le dispositif petit groupe ne s'applique pas quand l'entité ultime détenant donc directement ou indirectement des sociétés, quand l'entité ultime est astreinte à établir des comptes consolidés ou une EIP, a posé à la Commission la question suivante: est-ce que ces deux critères sont cumulatif? Et la réponse de la commission des études juridiques a été de constater
que la définition donnée dans l'article L823.2.2 ne prévoit pas que ces deux critères soient cumulatifs. Alors, cette diapo est très bien faite, donc je vous propose de bien la regarder. On a un ensemble composé de la personne physique 2, de société A et de société C, qui constituent donc un petit groupe. Et le commissaire Comte, le confrère, nous interrogeait la commission des études juridiques pour savoir s'il fallait rajouter à cet ensemble PP2, société A, société C, qui ne dépassait pas en cumul les seuils 4850, la société B, pour laquelle vous voyez les pourcentages de détention sur la diapo, détenus par 1% en direct par personne physique 2 et 49% pour la société A. Le confrère constatait que si on rajoutait la société B à l'ensemble constitué par personne physique 2, société A et société C, là, les seuils 4850 auraient été dépassés. Donc, la question est de savoir s'il y a contrôle par la société A de la société B, ce qui aurait amené à réintégrer cette société B dans les seuils pour savoir si, au cumul, les seuils 4850 étaient dépassés. Donc, dans le cas d'espèce, si on regarde aussi ce qui est sur la gauche, on voit que société A et société B détiennent toutes les deux 49%. Il y a aussi 1% détenus directement par personne physique 1 et personne physique 2. Donc on est dans une situation où les deux sociétés, enfin en tout cas deux, où l'entité n'est pas détenue à plus de 50% par une société. Donc il faut analyser le contrôle au sens de l'article L233.3 du Code de commerce. Alors, pas dans le grand 1, étant donné qu'on n'a pas plus de 50% des droits de vote. Si on passe à la lecture du grand 2 qui définit aussi le contrôle exclusif, la commission... le grand 2, pardon, je vais plutôt vous le relire. D'abord, elle est présumée. Donc, la société est présumée exercer ce contrôle lorsqu'elle dispose directement ou indirectement d'une fraction des droits de vote supérieure à 40% et qu'aucun autre associé ou actionnaire ne détient directement ou indirectement une fraction supérieure à la sienne. Donc, au cas particulier, la Commission a constaté qu'aucune des deux holdings ne détenait une fraction des droits de vote supérieure à celle de l'autre, puisque les deux fractions sont égales. Et la Commission a estimé que dans ce cas, la présomption simple prévue au grand 2 d'existence d'un contrôle exclusif ne s'appliquait pas. La Commission a aussi constaté que le grand 1 comme le grand 2, donc deux alinéas relatifs au contrôle exclusif, traitent uniquement du contrôle d'une personne par une autre, avec l'emploi du singulier qui est utilisé dans la rédaction de ces deux alinéas. Et donc c'est sur la base de cette même analyse que le législateur a introduit un grand 3 qui, lui, concerne le contrôle exclusif. Donc là, je vous présente le grand 2 et le grand 1. Et donc, il appartient maintenant de continuer l'analyse au regard du grand 3 de cette L233.3 qui définit le contrôle conjoint et qui le définit afin de prévoir les cas où le contrôle est exercé par plusieurs personnes. Donc, le grand 3, je vous le lis, pour l'application des mêmes sections du présent chapitre, deux ou plusieurs personnes agissant de concert, donc ça c'est le bloc de gauche, existence d'une action de concert, sont considérées comme en contrôlant conjointement une autre lorsqu'elles déterminent en fait les décisions prises en assemblée générale. Donc ce sont ces deux conditions, existence d'une action de concert, cette fois-ci c'est bien cumulatif, avec le principe de détermination par les concertistes des décisions prises en assemblée générale qui amène à constater l'existence d'un contrôle conjoint. Donc, pour caractériser l'existence de ce contrôle conjoint, il faut que
que les premières personnes, aient conclu un accord, c'est-à-dire une entente concertée et volontaire qui régit de manière contraignante l'exercice des droits de vote. Et s'agissant de la deuxième condition, l'action de concert doit aboutir à ce que les concertistes déterminent dans la réalité les décisions prises. Donc si on revient sur la première condition, il est aussi admis dans la jurisprudence qu'en l'absence d'accord, l'existence d'une action de concert peut être démontrée par un faisceau d'indices graves, précis et concordants. Donc c'est cette réponse que la commission des études juridiques a apportée, et vous comprenez que la commission n'a pas pu conclure pour le confrère n'ayant pas tous les éléments qui avaient été adressés par le confrère dans la saisine, mais a pu alerter le confrère sur le fait qu'il n'y avait pas cette présomption simple d'existence de contrôle exclusif et des outils d'analyse pour que le confrère puisse trancher au cas d'espèce sur l'existence ou non d'un contrôle conjoint. Alors, une question très, très spécifique sur laquelle je vais devoir passer assez rapidement, parce que vous allez voir qu'au cas particulier, la commission n'a pas pu répondre pour la raison suivante. La question était de savoir qu'en est-il des actions détenues en nue propriété ou en usufruit. Faut-il prendre en compte les détentions en nue propriété pour apprécier l'existence du contrôle et déterminer si la société tête de groupe est tenue de désigner un commissaire aux comptes dans le cadre du dispositif du petit groupe. Et la réponse de la commission a été de constater qu'en fonction de la forme juridique et des dispositions contenues dans les statuts et ou dans un pacte d'associés, ou dans une convention entre le nu propriétaire et l'usufruitier, ce sera soit les titres détenus en usufruit, soit les titres détenus en nue propriété qui seront considérés comme conférant le contrôle au sens de l'article L233.3. C'est pour ça que je voulais vous informer de l'existence de cette EJ qui est reprise dans la FAQ loi Pacte, mais sur laquelle je ne peux pas vous donner de réponse tranchée. Donc maintenant, on va passer sur la mission Alpes. Et donc, il y a une première question qui est posée. Donc, c'est en cas de mandat en cours au moment de la publication de la loi Pacte, est-ce que la société peut convenir avec le CAC que sa mission sera exécutée selon les modalités de la loi Pacte? Et donc là, c'est une exception qui a été voulue par le législateur. La réponse est vraie. La direction de la société peut décider de faire évoluer le mandat pour la durée restant à courir du mandat. Donc on applique les modalités de la mission prévue Alpes, mais par contre, la durée du mandat, s'il reste 5 ans, il restera 5 ans. Donc là, il faut bien faire attention. Donc comme c'est les modalités de la mission Alpes qui s'appliquent, il y a 2 rapports à émettre, dont celui sur les risques. La deuxième question qui est posée, et donc, quand le CAC est désigné dans un petit groupe, tel qu'il a été défini précédemment, est-ce que c'est l'AG qui a le pouvoir de choisir la durée du mandat confié par le CAC, donc une mission de 6 exercices ou de 3? Donc là, la réponse est vraie, parce que l'article L823.2.2 prévoit donc qu'il est possible que le commissaire aux comptes soit désigné dans un petit groupe et que l'Assemblée générale des associés, ou l'organe équivalent, a le pouvoir de choisir la durée du mandat, donc 3 ans ou 6 ans. Après, comme il a été précisé par la commission des études juridiques, le souci de confier à l'Assemblée des associés le choix de faire évoluer, donc on insiste bien sur la durée du mandat restant à courir l'exercice de la mission selon les modalités de la mission Alpes, peut paraître légitime. Mais ce choix revient à la direction, sachant que les changements de modalité ne remettent pas en cause 2 éléments essentiels du pouvoir de l'Assemblée, qui sont le choix du commissaire aux comptes et la durée du mandat qui est confié. La troisième question, c'est est-ce qu'une société peut nommer son commissaire aux comptes pour une durée de 3 exercices en lui confiant une mission Alpes, alors que ses statuts prévoient que les CAC sont nommés pour 6 ans? Là, attention,
il faut appliquer ce qui est prévu dans les statuts. Donc, la durée de l'exercice sera de 6 heures. Enfin, la durée du mandat, pardon, sera de 6 exercices. Donc ça, c'est précisé dans la FAQ en page 16 qui a été publiée, toutes ces questions. Dernière question qui a été posée. En cas de dépassement des seuils de nomination du CAC en cours de mandat exécuté selon les modalités de la mission ALPE, est-ce que ce mandat prend fin automatiquement? Alors là, attention, non. Le mandat se poursuivra normalement jusqu'à l'expiration du mandat. Donc, et il sera exercé selon les modalités de la mission ALPE. Donc voilà. Donc là, la réponse est faux. Toujours des questions vraies-faux sur ce sujet de la mission ALPE. Qu'en est-il du commissaire aux comptes désigné dans le cadre de la mission ALPE? Est-il dispensé de ses diligences et de ses rapports lorsqu'une augmentation du capital est proposée par l'entité avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit de personnes dénommées donc, ou d'une catégorie de personnes? Et la réponse est non. Le commissaire aux comptes, dans le cadre de sa mission ALPE, n'est pas dispensé de faire, par exemple, un rapport en cas de résolution d'épargne salariale. Pourquoi? Parce que dans l'article L823-12-1, qui est l'article qui énumère la liste des diligences et rapports que le commissaire aux comptes est dispensé d'effectuer dans le cadre de la mission ALPE, est cité certes le L225-135 qui pose le principe de la suppression du droit préférentiel de souscription, mais tous les articles associés aux modalités possibles des augmentations du capital avec suppression du DPS, donc le L225 notamment, le L225-138 et le L225-138-1, ne sont pas présentés dans cette liste d'exceptions de l'article L823-12-1. Donc, le commissaire aux comptes, dans le cadre de sa mission ALPE, peut être amené à établir un rapport sur une opération avec suppression du droit préférentiel de souscription. Question suivante. Le commissaire aux comptes nommé pour 3 exercices alors le doit est important, doit-il établir le rapport sur les conventions réglementées qui est prévu par les statuts? Les statuts sont de nature contractuelle, ils s'imposent aux personnes qui les ont approuvés, mais pas au commissaire aux comptes. Pour autant, cette réponse n'interdit pas au commissaire aux comptes d'établir un rapport, et donc à la demande de la société, il pourrait être amené à établir un rapport sur les conventions réglementées dans le cadre d'un service autre que la certification des comptes non requis par un texte légal. Mais en tout cas, ce n'est pas une obligation imposée par les statuts au commissaire aux comptes, car les statuts sont de nature contractuelle, et la réponse va être identique si les statuts prévoient ce rapport du commissaire aux comptes pour couvrir un risque de nullité, étant donné que de la même façon il s'agit d'une disposition inclue dans les statuts, donc qui s'impose aux personnes qui ont conclu les statuts et non au commissaire aux comptes. Donc la question suivante a été posée aussi, c'est quelle est l'étendue du secret professionnel entre commissaires aux comptes quand on est dans un schéma de petits groupes, donc au sens de l'article L823-2-2 du Code de commerce. Donc là, il faut bien avoir en tête, je trouve que le schéma reprend bien les idées. Donc les commissaires aux comptes, entre eux, les uns à l'égard des autres, entre le commissaire aux comptes de la tête et celui des sociétés contrôlées, sont libérés de leur secret professionnel, mais ça ne veut pas dire qu'ils puissent communiquer des documents entre eux. Là-dessus, il faut faire attention. La communication de documents porte uniquement sur le rapport sur les risques, donc du CAC de la société contrôlée significative vers le CAC de la tête, mais par contre, l'inverse n'est pas vrai. Et les commissaires aux comptes contrôlés restent tenus les uns à l'égard des autres au secret professionnel. Oui, c'est finalement la même chose
que dans la levée du secret professionnel qu'on connaît depuis des années dans le cadre d'une consolidation entre commissaires aux comptes d'une entité consolidante et d'une entité consolidée, on ne peut pas pour autant considérer que les commissaires aux comptes des entités consolidées sont déliés du secret professionnel les uns envers les autres. Et là, cette nouvelle levée du secret professionnel a dû être instaurée par la loi Pacte, parce que par construction, on dit que c'est dans le cas où il n'y a pas d'entité ultime astreinte à établir des comptes consolidés, donc on ne s'attendait pas à ce que les confrères puissent être déliés entre eux au regard de l'existence d'une conso. Donc le législateur a introduit ce nouveau cas de levée. Donc la question suivante qui a été posée à la commission des études juridiques, c'est qu'en vue de régulariser l'absence de nomination d'un commissaire aux comptes depuis 2018 dans une SAS, est-ce qu'il est possible de désigner un CAC en 2020 pour un mandat ALP de 3 exercices et de lui confier une mission complémentaire sur les exercices précédents? Donc là, la réponse est dans la FAQ en page 17. La commission des études juridiques a dit que cela n'était pas possible, donc non. Pour régulariser l'absence de désignation d'un commissaire aux comptes depuis 2018, donc dans une SAS, la désignation effectuée en 2020 devra être faite en application des textes qui auraient dû être appliqués quand la question s'est posée en 2018. Et ensuite, le début du mandat démarrera en 2020 et il faudra décompter les exercices à partir de 2020. Et quand bien même, donc c'est ce qui est précisé par la réponse qui a été apportée par la commission des études juridiques, les seuils n'étaient pas atteints ni par la filiale ni par la société mère. Et du coup, vous pouvez voir aussi sur la diapo que la commission a bien rappelé aux confrères le fait que la nomination se faisant en 2020, le premier exercice contrôlé par le commissaire aux comptes serait 2020, et donc il faut compter les 6 exercices à partir de 2020 et non à partir de 2018. On avait déjà eu, il me semble, une réponse équivalente qui est dans la FAQ pour le cas d'une clôture 30 septembre 2018 pour lequel l'entité avait demandé une autorisation de report de l'Assemblée générale qui n'avait été amenée à se tenir qu'au plus tard le 30 juin 19, donc postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi Pacte. Mais il avait tout de même bien été rappelé que dans ce contexte, c'était l'ancien dispositif qui devait s'appliquer pour apprécier, sur base des comptes clos le 30 septembre 2018, si un commissaire aux comptes devait ou non être désigné. Là, on va passer à la séquence 2, les autres réponses de la commission des études juridiques. Alors, vous voyez que le programme est assez vaste. On va parler désignation judiciaire du CAC, nomination du CAC, pardon, je suis là un peu vite, liquidation judiciaire, dissolution anticipée, bon, c'est pas très joyeux, que commissariat aux comptes, société de coordination, je passerai très vite, je ne sais pas si certains en ont parmi vous, convention réglementée. La liste n'est pas terminée, on parlera aussi de coopératives agricoles, on parlera beaucoup de formation, on a 3 réponses sur des organismes de formation ou des activités d'apprentissage. On va parler aide de Covid-19, Marine en parlera, et une réponse intéressante sur laquelle vous ne voyez pas en bas de la diapo la référence, c'est une réponse conjointe EJEP. Vous ne trouvez pas la référence EP, mais vous la reverrez sur la diapo appropriée. Donc, une des questions qui a été posée, dans le cas de la désignation judiciaire du commissaire aux comptes, est-ce que le commissaire aux comptes peut refuser la mission qui lui est proposée, donc par le juge? Et donc, la réponse de la commission des études juridiques est oui, il a la possibilité de refuser la nomination. Et elle l'explique par le fait que la désignation, que ce soit par l'entité ou par une décision judiciaire, peut être refusée de par le caractère libéral de la profession.
Donc, pour mémoire, il y a une étude juridique de la CNCC qui avait été publiée en octobre 2008, qui avait précisé que le commissaire aux comptes, qu'il soit titulaire ou suppléant, pouvait accepter ou refuser la mission qui lui était proposée, notamment dans le cadre d'une désignation judiciaire, et que son entrée en fonction dépendait de son acceptation qui pouvait être tacite ou expresse. Et donc, le caractère effectif de sa nomination nécessitait donc l'acceptation du mandat par ce dernier, et l'acceptation pouvait être tacite et résulter en fait de la réalisation de la mission tout simplement. Donc merci Émilie. Tu disais tout par rapport à ce qui était mentionné sur la diapo, donc ça va. Par rapport à la nomination du commissaire aux comptes, donc là une question a été posée avec une chronologie qui apparaît à l'écran. Donc on a INAGé en mars 2015. La société A a désigné M. X en qualité de commissaire aux comptes titulaire et M. F en qualité de commissaire aux comptes suppléant. Une nouvelle AG s'est tenue en mars 2016 où la société A a remplacé M. F, donc qui était suppléant, qui n'était plus inscrit sur la liste par la société Y. En 2018, M. X, donc là le CAC titulaire, a demandé son omission de la liste et a démissionné de son mandat. Et le cabinet XA, dont il était associé, a été racheté par le cabinet B. Et donc XA a fait l'objet d'une TUP au profit de la société B. Les comptes clos au 31 décembre 2018 de l'entité ont été certifiés par la société B. La première question qui a été posée à la commission des études juridiques a été de savoir, à la suite de la démission du commissaire aux comptes titulaire, donc M. X, donc là on se replace en décembre 2018, en nom propre de la société A, qui devient le commissaire aux comptes titulaire de la société A. Donc là, vous retrouvez la réponse, parce qu'elle est relativement courte, elle fait 2 pages, de la commission des études juridiques sur le site de la compagnie. Et en fait, là, la commission a rappelé le principe de la date d'entrée en fonction du commissaire aux comptes suppléant en cas de démission, et donc que si le commissaire aux comptes titulaire démissionne, c'est de fait le commissaire aux comptes suppléant qui récupère le mandat. Donc dans le cas présent, c'était la société... c'est pas la société, donc là, tel que c'est posé, la société XA qui devient le commissaire aux comptes titulaire, c'est la société Y qui est devenue titulaire du mandat. Et donc, en tant que nouveau CAC titulaire, la société Y de commissaire aux comptes doit prendre contact avec la direction de la société A afin de lui expliquer la situation et de l'inviter à régulariser l'AG dans les meilleurs délais, parce qu'en fait, dans les faits, c'était la société B qui avait tupé avec XA qui avait certifié les comptes. Et là, la petite précision, c'est on a l'obligation de révéler au procureur un fait délictueux. Peut-être juste pour revenir sur la question précédente, je crois qu'il y avait aussi dans tous les faits exposés par le confrère un sujet sur la durée du mandat, parce qu'en plus, à un moment donné, parce qu'il y a eu encore des démissions successivement à celles exposées par Marine, et il n'avait pas été respecté la règle comme quoi le successeur devait prendre le mandat pour la durée restant à courir du mandat du démissionnaire. Donc c'est vrai qu'on cumulait, je dirais, plusieurs faits sur des erreurs commises par la société. Donc ensuite, on a le cas du mandat de commissaire aux comptes. Donc je pensais que j'étais allée trop vite, pardon. Donc souvent, la question est posée, c'est quand on a une société en liquidation judiciaire, est-ce que le liquidateur peut-il ou non mettre fin à la mission du commissaire aux comptes? Et là, il faut faire attention parce que la réponse est non. Le liquidateur d'une société en liquidation judiciaire ne peut pas mettre fin à la mission du commissaire aux comptes. En revanche, s'il précise au CAC qu'il ne pourra plus payer ses honoraires, dans ce cas-là,
le commissaire aux comptes en tire toutes les conséquences et peut décider de démissionner. Et là-dessus, pour mémoire, on vous rappelle que le commissaire aux comptes est tenu au secret professionnel à l'écart du mandataire liquidateur, du liquidateur judiciaire. Et ça a fait l'objet d'une analyse de la commission des études juridiques en 2015, donc vous avez le numéro. Et ce qu'il faut avoir en tête, c'est que dans ce cadre-là, la mission du commissaire aux comptes se poursuit jusqu'à la dissolution de la société. En fait, c'était en 2014 qu'il y a eu une ordonnance qui est venue modifier l'article L641.3 du Code de commerce. Donc avant 2014, quand on avait malheureusement des clients qui partaient en liquidation judiciaire, la mission du commissaire aux comptes prenait fin automatiquement. Et suite à la modification de cet article L641.3 dont les dispositions prévoyaient clairement que le dirigeant de l'entité doit toujours appliquer ses obligations d'arrêté et d'approbation des comptes. C'était l'article sur lequel antérieurement la CNCC s'appuyait pour constater la fin de la mission du commissaire aux comptes. Donc le raisonnement ne fonctionnait plus. Donc depuis cette ordonnance de 2014, depuis la modification du L641.3, et c'est ce qui est expliqué dans cette J 2015-05, la mission du commissaire aux comptes perdure en cas de liquidation judiciaire. Après, comme l'a dit Marine, si le commissaire aux comptes n'a aucun moyen de se faire payer, on peut s'appuyer sur l'avis H3C qui précise si, malgré la mise en œuvre des moyens à sa disposition, le commissaire aux comptes ne peut pas se faire payer, le Conseil considère qu'il a le droit de démissionner. Mais c'est vrai que ça a été en 2014 la bascule pour nous que de devoir dorénavant documenter nos démissions alors qu'auparavant notre mandat s'interrompait. C'est ça. Et dans le cas où on est amené à démissionner, donc il faut bien en informer le H3C ainsi que le procureur de la République et avertir l'éventuel suppléant de la situation dans laquelle se trouve la société. Là, on était sur un cas moins courant de dissolution anticipée pour juste motif. En fait, c'était un jugement du tribunal de commerce qui avait décidé cette dissolution anticipée pour juste motif. C'était un sujet de litige entre associés. Et la question du confrère était de savoir si le mandat du commissaire aux comptes d'une société dont la dissolution anticipée pour juste motif a été prononcée, prenait fin. Et donc, la commission des études juridiques a regardé les textes, bien entendu, et sur base de l'article 1844-7 du Code civil, a constaté les cas de fin de vie d'une société. La société prend fin, et donc le cinquièmement, c'est bien par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d'un associé pour juste motif. Donc là aussi, la commission des études juridiques a ressorti sa doctrine, issue de l'EJ de 2008 dont Marine a parlé. Dans l'EJ, il est bien indiqué que dans l'hypothèse d'une liquidation décidée par décision de justice, la dissolution ne met pas fin aux fonctions du commissaire aux comptes. Donc la réponse est le mandat du CAC ne prend pas fin. Le CAC effectue sa mission et notamment vérifiera les comptes arrêtés par le liquidateur. Par contre, aucune disposition n'impose au commissaire aux comptes de vérifier les comptes de clôture de la liquidation. Alors, une question co-commissariat aux comptes dans le contexte d'une société qui n'est pas astreinte à nommer 2 commissaires aux comptes et qui, à ce jour, avait 2 commissaires aux comptes. Donc la première question posée par le confrère était de savoir, à ce jour, si le mandat devait toujours être exercé en co-commissariat aux comptes ou si un unique commissaire aux comptes pouvait certifier les comptes de cette entité qui n'était plus astreinte à établir des comptes consolidés.
Donc la réponse de la CNCC est la suivante. Certes, le mandat, en l'absence d'obligation légale d'établissement de compte conso, donc en l'absence d'obligation de désigner 2 CAC, pourrait être exercé par un unique commissaire aux comptes, mais cette question se posera à l'occasion de l'Assemblée générale qui constatera la fin des mandats des commissaires aux comptes ou d'un des 2 commissaires aux comptes et ne peut pas par contre se poser pendant la durée du mandat. Donc c'est une doctrine constante de la CNCC que de constater que le mandat doit aller jusqu'à son terme et que la société ne peut pas mettre fin de manière anticipée au mandat. Donc ça, c'était la première question du confrère. Et la seconde question du confrère était: qu'en est-il de la prise de fonction du suppléant dans le cas où la société n'a plus l'obligation d'avoir 2 commissaires aux comptes et que l'un des co-commissaires aux comptes titulaires démissionne? Est-ce que le suppléant accède de plein droit à la fonction de CAC titulaire pour la durée restant du mandat à courir, ou est-ce que le suppléant est démissionnaire d'office? La CEJ a bien entendu répondu que le suppléant accède de plein droit à la fonction de commissaire aux comptes. C'est dans la continuité de toute façon de la première question. On a constaté que le mandat devait aller jusqu'à son terme. Donc si le confrère démissionne, le suppléant va accéder de plein droit à la fonction de commissaire aux comptes titulaire. Alors, la réponse sur laquelle j'avais indiqué que je me permettrais de passer très très vite, si vous avez des sociétés de coordination parmi vos mandats, prenez connaissance de cette J 2020-38 qui a répondu à la question de savoir si une société de coordination a l'obligation de nommer 2 commissaires aux comptes dès sa création. Donc c'est une SA qui suit les dispositions du CCH, du Code de la construction et de l'habitation. Et la réponse de la CEJ a été la suivante: les premiers comptes combinés qui devront donc être établis par la société de coordination et qui devront donc être certifiés par les commissaires aux comptes sont ceux qui correspondent au premier exercice social. Donc les 2 commissaires aux comptes doivent être désignés avant la date de clôture du premier exercice social, mais la question du confrère était de savoir s'ils devaient être désignés dès la création, et donc c'est pour ça que la réponse est négative. Ce n'est pas dès la création de la société de coordination, mais avant la date de clôture du premier exercice social de la société de coordination. À nouveau, une diapositive très bien faite dont je vous propose de prendre connaissance. C'est un sujet convention réglementée et la convention avait été conclue entre la SARL-S et la SARL, et la personne physique A, sachant que A est à la fois le gérant de la SARL-S, mais aussi le gérant de la SARL-X qui détenait une participation. Le pourcentage n'est pas précisé, mais ça n'a pas d'importance pour la question, dans la SARL-S. Donc, au titre de cette convention passée entre S et son associé gérant A, la question du confrère était: est-ce que A peut prendre part au vote lors de la délibération de l'Assemblée générale? Donc là, je parle de la première question, appelée à statuer sur la convention. Et donc, dès lors que la personne physique A est partie à la convention, elle ne peut pas prendre part au vote. Celle-ci, c'était la question facile, et cela explique le non présenté dans la case bleue. Ensuite, la question qui s'est posée était de savoir si A, avec sa qualité de gérant de la SARL-X, la SARL-X étant associée de la SARL-S, peut prendre part au vote. Et là, la CEJ a conclu, sur la lecture du L223-19, qui est l'article concernant les conventions réglementées pour la SARL, dans son dernier alinéa, il y a indiqué que le gérant ou l'associé intéressé ne peut prendre part au vote et ses parts ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité. La CEJ a considéré que c'était une interdiction de portée générale et que A ne peut donc pas prendre part au vote
à la fois en sa qualité de personne directement intéressée, mais aussi en sa qualité de représentant légal de la SARL-X associée de la société S. Il s'agit d'une jurisprudence déjà établie dans l'optique de prévenir les conflits d'intérêts. Et cependant, la SARL-X aurait la possibilité de se faire représenter par un autre associé qui, lui, pourrait voter en son nom, mais A ne peut pas voter au nom de la SARL-X. Parlons coopérative agricole. Peut-être faut-il rappeler en introduction que le CRPM, le Code rural et de la pêche maritime, prévoit que le commissaire aux comptes d'une société coopérative émette une attestation sur le document, je prends mes notes, établi par la coopérative qui présente la part des résultats de la société coopérative qu'il est proposé de reverser aux associés coopérateurs à titre de rémunération du capital social et de ristourne, ainsi que la part des résultats des filiales destinées à la société coopérative. Pour information, vous avez un avis technique CNCC publié en juin 2020 qui porte sur cette attestation du commissaire aux comptes dans les sociétés coopératives agricoles. Et donc le confrère s'interrogeait au titre de l'article 521.3.1 du Code rural et de la pêche maritime, parce qu'il y est indiqué au titre de cette attestation que je viens de vous citer le nom, que si le commissaire aux comptes émet des observations ou s'il refuse de remettre une attestation, il en informe sans délai le HCCA, le Haut Conseil de la coopération agricole. Et le confrère souhaitait savoir si ces dispositions emportent levée du secret professionnel. Donc, l'année dernière, on avait eu lors de cet atelier juridique l'occasion de présenter plusieurs réponses de secret professionnel. Le raisonnement de la commission des études juridiques est toujours le même. Lecture de l'article 822.15 qui prévoit le secret professionnel du commissaire aux comptes et le fait qu'il ne peut être levé que par une disposition législative particulière. Et au cas présent, la disposition législative que vous savez sous les yeux est donc, si le CAC émet des observations ou s'il refuse de remettre une attestation, il en informe sans délai le HCCA. Dans ce contexte précis, il n'est pas du tout prévu dans cette disposition que le commissaire aux comptes réponde à d'autres questions du HCCA au titre de cette attestation. Donc, la commission des études juridiques a clairement conclu que le commissaire aux comptes ne devait qu'informer, le cas échéant, le HCCA au titre des dispositions telles que l'on vient de les lire 2 fois, mais pas du tout répondre à d'autres questions du HCCA. Ça n'emporte pas levée du secret professionnel à son égard. Plusieurs réponses, donc je vous avais indiqué que nous allions parler d'organismes de formation. La question était la suivante. Une SAS exerce à titre accessoire une activité de formation. Concernant la nomination du CAC, quels textes applique-t-elle? Les textes applicables à la SAS ou les textes applicables à l'organisme de formation? Les seuils diffèrent, je vous les montre, 4850 pour la SAS, ou 153 000 € et 230 000 € pour l'organisme de formation. Donc, la CEJ a répondu que, quelle que soit sa forme juridique, l'organisme de formation est soumis à des dispositions spécifiques. C'est l'article R 6352-19 du Code du travail. Et en application du fameux adage specialia generalibus dérogante, c'est-à-dire que les lois spéciales dérogent aux lois générales. C'est donc les textes applicables à l'organisme de formation qui vont être regardés, sachant que c'est une réponse qui avait déjà été présentée par la commission des études juridiques, par la commission des études juridiques dans une J de 2014. Donc la commission des études juridiques est restée sur cette position, et même si, je vous l'ai indiqué dans les faits, on constatait dans cette saisine que l'activité de formation n'était exercée qu'à titre accessoire.
Pour constater, toujours sur cette même EJ, le confrère demandait si pour constater le dépassement des seuils que l'on a vu précédemment, il fallait prendre en compte uniquement le chiffre d'affaires de l'activité de formation ou le chiffre d'affaires intégral de la SAS. Et sans précision à ce titre des textes, il a été constaté par la commission des études juridiques que le seuil de chiffre d'affaires à regarder comprend la totalité du chiffre d'affaires, et le seuil de salariés à regarder comprend la totalité des salariés de l'organisme de formation. Deuxième question en lien avec un sujet formation. On était dans une situation où, sur base des comptes 30 juin 2019, un organisme de formation avait désigné un commissaire aux comptes. La question du confrère était de savoir si l'organisme de formation ayant franchi les seuils à la baisse au cours de l'exercice suivant, donc l'exercice 30 juin 2020, la société pouvait lui demander de démissionner. En l'occurrence, l'organisme de formation lui avait demandé de démissionner. Le confrère avait déjà répondu négativement, considérant que ce n'était pas un motif légitime de démission, le dépassement des seuils, le franchissement plutôt des seuils à la baisse, et avait saisi à ce titre la commission des études juridiques. Et en étudiant la saisine, en fait, la commission s'est rendue compte qu'il y avait eu au 30 juin 2019, de toute façon, une erreur matérielle d'appréciation des seuils. Donc, bien entendu, le franchissement à la baisse des seuils n'est pas un critère de démission, mais a fortiori, au cas présent, il y avait une erreur d'appréciation, car le seuil de la société était les suivants: 210 000 euros. Ah non, pardon. J'allais vous donner les seuils de 30 juin 2020. Je n'ai pas les seuils du 19, mais en l'occurrence, il y avait 3 salariés uniquement. Et donc 3 salariés, ça ne revient pas à dépasser le nombre de 3 salariés. Donc il y avait eu une erreur d'appréciation par l'organisme qui finalement s'était retrouvé à désigner volontairement le commissaire aux comptes. Et la commission des études juridiques a constaté que l'erreur matérielle n'est pas non plus un motif légitime de démission, et que le mandat du commissaire aux comptes, même si on constatait que c'était finalement volontaire, cette nomination, devait aller jusqu'à son terme. Et je vous ai indiqué que nous allions continuer à parler encore formation, donc 3 réponses à ce sujet. Plus précisément, prestations d'apprentissage sur cette EJ 2016. Pourquoi ? Parce que, avec la réforme de la formation professionnelle, l'article qui prévoyait la certification des comptes du CFA, les centres de formation d'apprentis dont la comptabilité n'était pas tenue par un comptable public, a été abrogé sans être remplacé. C'est une loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel qui a transformé le statut des CFA. Et les centres de formation ont dorénavant l'obligation, quand ils font une prestation d'apprentissage, donc de se déclarer comme tel, et surtout, les CFA doivent dorénavant devenir des organismes de formation qui vont se déclarer comme organismes de formation faisant des prestations d'apprentissage. Cette déclaration doit être faite au plus tard fin 2021. Donc actuellement, coexistent encore des centres de formation hébergés par un organisme hébergeur et des organismes de formation faisant des activités d'apprentissage. Et pourquoi voulais-je attirer votre attention là-dessus? C'est que comme cet article prévoyant la certification des comptes du CFA par le CAC de l'organisme hébergeur a été abrogé dans le cadre de la mise en place de ce nouveau dispositif, on se retrouve dans une situation, pardon, je suis revenue en arrière, dans une situation où l'organisme de formation désignera un commissaire aux comptes, mais il n'y a plus de certification par le commissaire aux comptes de l'organisme hébergeur des comptes du CFA, comme il y avait avant abrogation de cet article. Donc, on se retrouve dans une situation où il n'y aura plus que des commissaires aux comptes d'organismes de formation
qui, le cas échéant, feront de la formation par apprentissage. Et d'ailleurs, pour information, au titre de cette formation par apprentissage, il y a dorénavant, en application des textes, une obligation de mise en place à compter des exercices 2020 d'une comptabilité analytique spécifique à cette formation d'apprentissage. Et un avis technique a été publié parce qu'au titre de cette comptabilité analytique sur les prestations d'apprentissage, c'est France Compétences qui demande dorénavant une attestation de la part des commissaires aux comptes. Donc, si vous avez des prestations d'apprentissage dans vos organismes de formation, ayez en tête qu'il y a un avis technique publié en juillet, tout récemment 2021, sur cette attestation du commissaire aux comptes attendue par France Compétences. Donc là, on va passer aux aides Covid-19. Donc ce slide présente synthétiquement les faits. Donc en fait, c'est le commissaire aux comptes d'un groupe dans le secteur de la restauration qui a saisi la commission des études juridiques sur une question parce que son client, un restaurant, a été contraint de fermer administrativement. Et de ce fait, il a obtenu une indemnisation couvrant la période mars 2020 à mars 2023 de la part de son assurance, donc au titre d'une clause de garantie pour perte d'exploitation, donc consécutive à la crise sanitaire. Et par ailleurs, depuis décembre 2020, il a une aide mensuelle au titre du Fonds de solidarité. Et la question qu'il a posée à la commission des études juridiques est de savoir si l'indemnisation au titre du Fonds de solidarité est compatible avec l'indemnité d'assurance qu'il a reçue en compensation de la perte de marge et donc de chiffre d'affaires sur la période. Là, donc, la commission des études juridiques, la réponse n'est pas encore sortie, mais à ce stade, aucune des versions successives des décrets, du décret 2020-371 du 30 mars 2020 ne prévoit en fait une diminution de l'aide versée au titre du Fonds de solidarité sur l'indemnisation qu'il a reçue de la part de l'assurance. La commission considère que la société est tout à fait fondée à réclamer l'aide au titre du Fonds de solidarité de par la nature de son activité. Mais elle a quand même attiré l'attention du commissaire aux comptes qui a posé la question en disant qu'il pouvait éventuellement y avoir répétition des indemnités d'assurance perçues par la société et que là, il fallait se reporter sur les clauses du contrat d'assurance dont la commission n'a pas eu communication, et notamment sur la définition des pertes indemnisées, parce que les sommes perçues au titre du Fonds de solidarité pouvaient venir en diminution du dommage subi. Donc là, nouvelle question sur l'aide Covid-19. Donc là, pareil, présentation des faits sur ce slide. Donc on est dans le cas où le commissaire aux comptes qui a saisi la commission a pour client une société qui a un contrat de concession de plage publique et qu'il est clairement prévu dans ce contrat de concession que l'établissement doit être fermé entre octobre et décembre chaque année. Pour autant, la société a demandé et obtenu une aide au titre du Fonds de solidarité. Donc le commissaire aux comptes a saisi la commission et a demandé quelle était la légalité de cette demande et de la perception de ces aides et quelle était sa conduite, la conduite qui devait tenir tant au regard de l'entreprise et s'il devait faire ou pas une éventuelle révélation au procureur de la République. Donc là-dessus, c'est en cours de publication, elle n'a pas encore été publiée par la CNCC, mais la commission rappelle que le Fonds de solidarité a été créé par le décret en mars 2020. L'objectif de cette aide
et d'indemniser les pertes de chiffre d'affaires subies par les entreprises relevant de certains secteurs d'activité. Sur la période considérée et dans la rédaction qui était en vigueur à l'époque, ils avaient défini la perte du chiffre d'affaires comme la différence entre le chiffre d'affaires de la période considérée, donc la différence entre le chiffre d'affaires entre guillemets normal et le chiffre d'affaires, enfin pas normal, pardon, le chiffre d'affaires période Covid et le chiffre d'affaires qui était réalisé à la même époque en 2019, ou sinon le chiffre d'affaires mensuel moyen qui avait été fait au cours de l'année civile 2019. Et dans le cas présent, la société dont le commissaire aux comptes a posé la question avait retenu le calcul en prenant la moyenne mensuelle du chiffre d'affaires et de fait, le chiffre d'affaires qu'il avait indiqué au titre de octobre 2020, novembre 2020, décembre 2020 était inférieur au chiffre d'affaires mensuel moyen de l'exercice 2019. La Commission a rappelé que le décret 2020-371 ne précise pas si l'indemnité s'applique ou pas pour les activités avec un caractère saisonnier quand la période est fermée. Donc la Commission, à ce stade, n'a pas connaissance d'une position de l'administration qui donne un sens restrictif au texte et qui interdit aux sociétés qui ont une activité saisonnière de prendre l'option 2 de calcul de chiffre d'affaires mensuel moyen. La Commission n'a pas non plus connaissance d'une décision de justice qui irait dans un sens ou dans l'autre. Donc dès lors, la Commission n'est pas en mesure de se prononcer sur la régularité de la demande et l'obtention de l'aide. Toutefois, la Commission constate que l'application du texte est contraire à l'esprit du dispositif, qui consiste à aider les entreprises qui ont connu une baisse significative de l'activité et de compenser la perte de chiffre d'affaires. Donc là encore, la Commission précise qu'il y a un risque de répétition de l'indu et qu'elle invite le commissaire aux comptes à se poser la question, compte tenu s'il y a une incidence éventuelle significative sur les comptes annuels de la comptabilisation d'une provision. Et elle invite également le commissaire aux comptes à s'interroger, savoir si les faits constatés ne sont pas de nature à être des faits délictueux. Et donc elle invite le confrère à interroger le parquet pour recueillir son avis et apprécier la nécessité ou pas de révéler au procureur. Alors, c'est la réponse conjointe. Vous avez la référence aussi de la commission d'éthique professionnelle, donc 2020-01, conjointe avec les études juridiques 2018-14. Le contexte était l'émission d'obligations par une société par action n'ayant pas établi de bilan régulièrement approuvé par les actionnaires, qui doit être précédé d'une vérification de l'actif et du passif par un commissaire en application de l'article 228-39. Et la question était de savoir si le commissaire aux comptes peut faire cette mission. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu modification de l'article 228-39 par une ordonnance de 2017 et les commissions ont pu constater que la rédaction antérieure renvoyait à l'intervention d'un commissaire aux apports. Donc, c'était dans les conditions du L225.8 à L225.10. Donc, en application du Code de déontologie, la mission de commissaire aux apports était incompatible avec la mission de commissaire aux comptes. Par contre, la nouvelle rédaction de l'article L228-39 dit que ces commissaires sont soumis aux incompatibilités prévues à l'article L822-11-3 du Code de commerce. Donc, c'est un renvoi ces incompatibilités et au code de déontologie. Donc, il a été convenu que les commissions, donc surtout la commission d'éthique professionnelle, devaient analyser ces interventions au regard du code de déontologie pour savoir s'il y avait risque d'autorévision. Et donc, les conclusions de ces analyses sont les suivantes. Pour une société, pour une EIP, la commission devait aussi regarder si la vérification de l'actif et du passif était susceptible d'être considérée comme un service interdit au sens du règlement européen et a répondu et a
conclut négativement, hein, parce que l'article 228-39 prévoit une mission permettant de donner une conclusion sur la conformité des règles et principes comptables appliqués dans un état comptable. Et de la même façon, les commissions ont constaté que si ce n'est pas une entité d'intérêt public, ça ne met pas non plus le commissaire aux comptes dans une situation d'autorévision à partir du moment où il appartiendrait d'apprécier l'actif et le passif. Donc, la conclusion, c'est que le commissaire aux comptes d'une société par action qui émet des obligations alors qu'elle n'a pas de bilan régulièrement approuvé par les actionnaires peut faire la mission requise par les textes, donc la mission requise par l'article 228-39 du Code de commerce. Et les deux commissions sont allées plus vite en se posant la question de mais qu'en est-il dans les cas des sociétés qui n'ont pas de commissaire aux comptes? Il y a des obligations légales résultant de la loi Pacte qui imposent aux sociétés n'ayant pas de commissaire aux comptes pour certaines opérations sur le capital, donc notamment pour les opérations avec suppression du droit préférentiel de souscription, mais aussi pour des émissions d'options ou des attributions d'actions gratuites, de faire intervenir ponctuellement un commissaire aux comptes désigné par une AG et qui interviendra spécifiquement sur cette opération sur le capital. Et là aussi, si la société en question est une société par action n'ayant pas de bilan régulièrement approuvé et qu'elle souhaite émettre des obligations, elle doit avoir un commissaire inscrit qui fait la mission du L228-39. Et du coup, les deux commissions ont répondu de la même façon pour cette mission ponctuelle. Le commissaire aux comptes désigné pour une mission ponctuelle au titre, par exemple, d'une opération avec suppression du DPS, pourra faire aussi la mission attendue de vérification de l'actif et du passif requise par l'article L228-39 du Code de commerce. Concernant l'actualité du secteur associatif, je vous parlais d'un anniversaire tout à l'heure. Donc, ce sont les deux lois du 1er juillet 2021, exactement 120 ans après la loi du 1er juillet 1901, loi en faveur de l'engagement associatif et loi visant à améliorer la trésorerie des associations. Alors, il y a beaucoup de dispositions dans ces lois. La CNCC a déjà publié un communiqué au mois de juillet sur les principales dispositions. Et donc, on s'arrête sur quelques-unes d'entre elles, mais je vous demande bien sûr de prendre connaissance de ce communiqué si vous êtes concerné et aussi de prendre connaissance de ce qui continuera à sortir sur le secteur associatif, notamment une disposition qui intéresse directement le commissaire aux comptes, c'est de savoir si... c'est une disposition qui prévoit que les comptes, quand ils sont soumis au contrôle d'un commissaire aux comptes, que le commissaire aux comptes contrôle également la publication sincère de ces comptes. Ça veut dire pas uniquement la publication, mais qu'elle soit sincère, sous-entend qu'il s'agisse bien des comptes que le commissaire aux comptes a certifiés. Donc ça, c'est une des dispositions mises en avant dans le cadre de ce communiqué. Il y a d'autres dispositions aussi sur la possibilité, le contenu de la convention d'attribution, le délai de paiement fixé à 60 jours, une nouvelle dérogation au monopole bancaire avec des possibilités de prêt entre associations ou fondations appartenant à un même réseau. Je crois que ce sont des prêts de moins de 2 ans. Et il y a aussi la substitution, je dirais, de la notion d'organisme faisant appel à la générosité du public par la notion d'organisme faisant appel public à la générosité. C'est dans l'autre sens. Maintenant, on parle d'organismes faisant appel à la générosité du public et la CNCC reviendra aussi dessus sur les conséquences de ces différentes dispositions, sachant que l'actualité législative ne s'arrête pas là. Et là aussi, vous aurez un communiqué CNCC à venir, car il y a aussi la loi du 24 août confortant le respect des principes de la République qui vient tout récemment d'être publié. Donc, je vous conseille d'être attentif sur les communications CNCC sur ce sujet. Quelque chose qui est, alors non pas déjà publié, mais, pardon, je suis revenue en arrière, mais en cours de publication, vu que ça implique que c'est une position
qui est déjà définitive. Suite à la pandémie, la question qui était posée par le confrère était de savoir si, constatant que de nombreuses associations perçoivent des aides publiques plus importantes que les années antérieures, de savoir si les subventions, entre guillemets, versées par l'URSSAF, donc par exemple exonération de charges sociales, devaient être retenues pour apprécier le seuil de 153 000 €. C'est le seuil qui découle de l'article des dispositions réglementaires d'application de l'article L612-4 du Code de commerce et dont le franchissement entraîne, entre autres, l'obligation de désigner un commissaire aux comptes. Donc, la commission des études juridiques a constaté que l'URSSAF est bien une autorité administrative, alors au sens de la loi de 2000, du 12 avril 2000 qui est exposée. Et puis, il y a dans cette même loi du 12 avril 2000 repris la définition de ce qu'est une subvention. Cet article de la loi de 2000 dit que constituent des subventions, au sens de la présente loi, les contributions facultatives de toute nature, valorisées dans l'acte d'attribution, décidées par les autorités administratives, donc l'URSSAF dans notre exemple, et les organismes, etc., je ne vais pas tout lire, justifiées par un intérêt général et destinées à la réalisation d'une action ou d'un projet d'investissement, etc. Donc, contributions facultatives de toute nature. Et à ce titre, la Commission a constaté que les aides financières publiques, les aides URSSAF, ne revêtaient pas le caractère facultatif qui est issu de cette loi du 12 avril 2000. Et donc, les sommes exceptionnelles versées par l'URSSAF ne doivent pas être retenues comme étant des subventions à considérer dans le seuil d'appréciation de 153 000 €. Il nous reste, je pense, Marine, 2 minutes. Ça va être compliqué de regarder tous les cas de jurisprudence qu'il était proposé dans la mesure du temps alloué, si nous en avions la possibilité de vous présenter. Je vous propose peut-être juste de découvrir, sachant que le support sera mis après à votre disposition sur le site des universités, de découvrir la revue de jurisprudence sur laquelle il avait été estimé opportun d'attirer votre attention. On peut découvrir un sujet d'honoraire du commissaire aux comptes, au titre... il y a une petite inversion dans les deux diapos, effectivement, je m'en étais rendu compte. Donc, vous pouvez... mais il vaut mieux prendre connaissance, bien entendu, de la décision complète de la justice et des notes apportées sur chacun de ces cas par le professeur Merle, qui les a toutes commentées, que l'absence de signature de la lettre de mission n'est pas un obstacle au droit de la rémunération et que c'était un cas d'absence de signature par le client et non par le commissaire aux comptes. Donc le commissaire aux comptes, lui, avait bien respecté nos normes professionnelles. Un cas de défaut de convocation du commissaire aux comptes aussi, très intéressant, parce qu'il a été constaté que le défaut de convocation n'entraîne pas la nullité de l'Assemblée générale. Quand vous reprenez l'article L820-3.1 qui parle de la nullité des assemblées générales, c'est en cas d'absence de désignation ou de désignation irrégulière du commissaire aux comptes. Donc là, un président qui avait été désavoué pendant une assemblée générale voulait faire passer l'absence de convocation du commissaire aux comptes pour que soit prononcée de la nullité de l'Assemblée générale qui avait conduit à ce qu'il perde son mandat de président, mais la Cour a constaté que ce n'était pas un cas de nullité. Après, c'est un autre sujet, c'est la sanction pénale du dirigeant, et le commissaire aux comptes, s'il n'est pas convoqué à des assemblées générales, doit en tirer les conséquences. Et voilà, je vous propose, comme nous arrivons au bout du temps imparti, de ne pas vous présenter donc, tous ces cas de jurisprudence, mais ils vous seront disponibles dans les diapositives et surtout, tout est publié sur Sidonie avec les commentaires du professeur Merle. Merci beaucoup de votre attention. Oui, il est bien 16 heures, je ne me suis pas trompée. Merci.